Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à créer un gestionnaire d'inventaire totalement automatisé sur Excel. Et tout d'abord, et comme d'habitude, si tu souhaites aller plus loin dans les explications, je t'invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et bien sûr à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux accéder à tous mes fichiers, ils sont disponibles en intégralité pour mes abonnés Patreon. Le lien est en dessous dans la description. Alors pour construire notre gestionnaire d'inventaire, il va nous falloir trois onglets différents. Tout d'abord, l'onglet d'inventaire ici. On aura véritablement l'interface de notre fichier. Ensuite, il nous faudra un onglet relatif à nos différents articles. Et qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va y retrouver un petit tableau ayant ses références, donc de la colonne D à la colonne J, avec comme référence ici la référence produit, ensuite le nom de chacun de vos articles, son prix de vente, le type, le stock disponible ainsi que la quantité d'achat que nous allons placer ici et que nous allons automatiser par la suite. Et enfin, bien sûr, la description des différents articles. Je place aussi des références là au-dessus afin de prévoir ce que nous allons faire ici dans notre onglet d'inventaire. Nous avons aussi l'onglet de base de données. Donc cet onglet de base de données va contenir quoi? La liste des différents clients, mais aussi des différents fournisseurs. Puisque souvenez-vous, notre gestionnaire d'inventaire va prendre en compte à la fois les achats, donc auprès de fournisseurs, mais aussi les ventes auprès de nos clients. Donc je retourne dans mon onglet d'inventaire et je démarre tout simplement la création, la mise en forme de mon fichier. Je vais sélectionner ici la ligne 1, je vais agrandir un petit peu cette ligne-là, voilà, de cette façon, je vais la sélectionner entièrement, je fais un clic droit. Je vais dans format de cellule, dans remplissage, je choisis motif et texture. Je vais prendre, alors on va sélectionner quoi? On va prendre ici la couleur la plus foncée et la deuxième ici, couleur la plus foncée. De cette façon-là, j'appuie sur OK, j'appuie encore sur OK. Je me retrouve avec un gestionnaire de cette forme. Maintenant, je me place sur la deuxième ligne ici, je fais un clic droit de la même façon, format de cellule, je vais sélectionner quoi? Je vais sélectionner motif et texture. Cette fois-ci, je choisis le deuxième et ensuite le troisième, comme ceci. J'appuie sur OK, j'appuie encore une fois sur OK. Maintenant, je sélectionne l'entièreté ici de mon tableau, voilà, pour faire quelque chose d'assez propre. Et je vais prendre la dernière couleur de remplissage. Voilà donc pour l'instant notre tableau. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais éventuellement sélectionner un titre pour mon document. Et le titre, ça va être quoi? Je pense que vous l'avez compris, ça va être tout simplement ici gestionnaire d'inventaire. Voilà, alors je vais sélectionner jusqu'à à peu près la colonne K et je vais fusionner tout simplement mes cellules. Voilà, je centre les différents éléments, je mets une police blanche en gras et j'augmente bien sûr la taille de la police de cette façon-là. Alors on va pouvoir éventuellement l'augmenter un petit peu plus après, puisque lorsque je vais créer mon tableau, je vais voir que je vais devoir élargir certaines de mes cellules. Une fois que cela est fait, ici je vais sélectionner mes deux premières colonnes, A et B, et je vais tout simplement les griser comme ceci. Pourquoi? Parce que je vais intégrer différents éléments. Donc on va avoir, alors ça va être utile pour les macro-commandes, on va avoir ici les types de transactions. Donc on va l'appeler trans-type. C'est là où on va déterminer s'il s'agit d'un achat ou d'une vente. On va le faire bien sûr avec une macro. Là ensuite on va avoir la sélection de la transaction, donc je vais l'appeler cell trans. Ensuite move trans, donc nouvelle transaction. Ligne 4, on va aller sur le type. Voilà, comme ceci. Et on va se placer éventuellement, voilà, ligne 6 pour la sélection de la ligne produit. Ça va se faire avec une mise en forme conditionnelle. Une fois qu'on a fait ça, on continue la création de notre tableau. Comment? En se plaçant cette fois-ci, on va se mettre à peu près ici, voilà, en D4. Et qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais sélectionner comme ceci, donc on va faire un cadre, ça va être un petit peu notre interface tout simplement, hein, donc notre interface de sélection, notre interface de saisie, on va se placer jusqu'à la ligne, aller à peu près jusqu'à la ligne 14, et on va sélectionner jusqu'à la colonne K. Donc là, ça va être notre petit menu, donc on va intégrer directement.
Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais éventuellement mettre une couleur de remplissage. Alors, on va prendre quelque chose de foncé. Alors, est-ce que je prends une couleur noire comme ça? Non, je vais mettre... Voilà, je vais prendre quelque chose comme ça, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, je vais mettre les différents éléments. Donc, je vais un petit peu étirer ma colonne E. Voilà, comme ça. Et je vais démarrer. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici ma ligne 4. Donc ça sera une en-tête. Donc pour mon en-tête, pareil, j'augmente un petit peu la hauteur de la ligne, puisqu'on va y mettre aussi certaines formes pour créer notre menu. Et on va avoir différents éléments. On va se placer par exemple en ligne 5. Donc ici, cellule E, et on va mettre du blanc. Voilà, de cette façon-là. Ensuite, on saute une ligne et on fait pareil. On fait pareil à chaque fois, voilà. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la référence, deux points espace. Ensuite, on va avoir la dénomination, espace, deux points, comme ceci. Ensuite, on va avoir la quantité d'achat. Et enfin, la quantité vendue. Espace, deux points, espace. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner ces éléments-là et je vais les placer en blanc, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, je peux tirer ma colonne pour ajouter un petit peu plus d'espace et je centre le tout vers la droite. J'ai donc le début de mon interface. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me placer ici dans ma colonne G. Et pareil, je vais mettre les autres éléments. On va avoir quoi? On va avoir typiquement la date, puis le prix, puis le type, la description, le total, et éventuellement, on va se mettre en colonne I et on va mettre commentaire. Espace, deux points, espace. Je vais me placer en face du prix et on va avoir ici une zone où je vais mettre aussi les stocks. Voilà. Maintenant, un petit peu de mise en forme, vous l'avez compris. Pareil, on va mettre tout ça en alignement à droite avec une police blanche. Pareil ici, police blanche, alignement à droite. Voilà. J'augmente la taille de mes différentes cellules. Comme ceci. Voilà, on aère à chaque fois les différents éléments. Et ce que je vais faire, c'est que bien sûr, je vais placer ici des zones blanches pour bien montrer qu'il s'agira de zones qui feront apparaître donc des données dynamiques. Voilà, donc je sélectionne tout ça et je mets en blanc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais étirer un petit peu cette zone-là. Vous avez bien compris que la description, ça va être un petit peu plus grand que ça. Pareil pour le type. Voilà, on crée notre menu tout doucement. Hop. Donc la description, je vais peut-être même éventuellement la tirer jusqu'à la colonne K. Pour faire quelque chose d'assez propre. Voilà, donc de cette façon-là. Éventuellement fusionner la cellule. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, le stock, ok, il reste comme ça. On va avoir la partie commentaire. Donc pareil, la partie commentaire, je vais pouvoir la tirer un petit peu vers la droite, comme ceci. Et je vais augmenter. Alors, est-ce que j'augmente finalement ma colonne? Je peux faire comme ça, c'est très bien. Voilà. On a ces différents éléments jusqu'à la colonne K. Voilà, de cette façon-là. Donc là, on a notre menu qui apparaît donc petit à petit. On va avoir d'autres éléments qui vont apparaître dans cette zone-là, mais pour l'instant, on va garder tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner éventuellement les différentes colonnes de mon tableau. Donc ici, j'ai la ligne 15 et je vais me placer ensuite sur la ligne 16. Maintenant, je vais rajouter des petits éléments de référence qui vont m'être utiles pour la suite. Donc on va être sur du E5, comme ceci. Voilà. Ensuite, on aura H5. E7, H7, E13, je vais vous expliquer ce que c'est un petit peu tout à l'heure, le total on va le laisser, et enfin J13, comme ceci. Voilà, donc ça c'est les éléments qui vont apparaître dans notre tableau. Pourquoi? Regardons un petit peu de quoi il en retourne. On va avoir ici en B1 tout
tout simplement quoi? La catégorie. Donc, catégorie, comme ceci. Ensuite, on va avoir s'il s'agit d'un client ou d'un fournisseur. Donc, on va avoir client, fournisseur. Comme ceci, voilà, on va mettre un S, puis la date, la référence, et la quantité, le total, et la partie commentaire. Donc on a tous ces éléments. Je pense que vous avez compris de quoi il en retourne. La commentaire J13, ça correspond à quoi? Ça correspond à la référence de ma cellule qui se situe ici en J13. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La quantité, je suis sur du ici E13. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir par exemple ici la quantité vendue. Et ainsi de suite. Je vais avoir le prix qui est affiché ici, donc H7 qui est dans cette zone-là. La date, client fournisseur, pareil. Donc à chaque fois, on a ces différentes zones que nous allons prendre en compte dans notre calcul. Donc voilà ce qu'on a fait. Maintenant, on peut éventuellement tracer notre tableau. Donc on va sélectionner l'ensemble de ces différentes données. Et je vais prendre par exemple une couleur donc assez classique. On va rester sur cette couleur-là ou éventuellement du plus foncé avec une police blanche, le tout en gras. Et on peut centrer bien sûr nos différents éléments. Je peux agrandir encore ma colonne E, voilà, pour aérer un petit peu ces différentes zones-là. Et on a donc notre tableau. D'ailleurs, ce que je peux faire, c'est peut-être supprimer ici cette couleur-là, voilà, pour pas faire un petit peu de redondance sur les différentes zones. Donc là, on a les commentaires, on a tout ça. Ce que je peux faire, c'est éventuellement, peut-être mettre une petite bordure, là, une petite bordure extérieure pour fermer éventuellement cette zone-là. Donc on a à présent notre forme qui est ici au niveau de notre menu. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les différents éléments qui vont s'afficher en dessous. C'est-à-dire qu'on va mettre la liste de nos différentes données qui vont s'afficher. On va les mettre par exemple ici, voilà, c'est très bien. Et on va faire quoi? On va mettre une mise en forme donc classique. On peut sélectionner un tableau un petit peu plus clair comme ceci, voilà, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier un petit peu les bordures. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des bordures pleines, puis des bordures en pointillés pour l'intérieur. On clique sur OK, et voilà, on a notre tableau qui apparaît donc ici sous ce format-là. Donc on a les différents éléments qui commencent à s'afficher sur notre gestionnaire d'inventaire. Et voilà donc ce que j'avais à vous dire sur la mise en forme basique de notre fichier. À présent, nous allons mettre en place les différentes formes de notre fichier. Donc pour ce faire, je vais commencer par mettre les différents boutons qu'on va avoir ici sur notre menu. Donc je vais aller tout simplement dans Insertion, et dans Insertion, je vais sélectionner une forme et je vais prendre ici un rectangle arrondi de cette façon-là et je vais tracer mon rectangle comme ceci. Je vais garder ensuite le template de ma forme. Là par exemple, je vais mettre quoi? Je vais mettre par exemple nouveau. Voilà. Comme ceci. Alors par contre, je vais modifier la police. On va rester sur la même police que celle de notre fichier Excel. Je vais centrer les différents éléments, voilà, comme ça. Je vais éventuellement mettre tout ça en gras. Et je vais aller dans format de la forme et je vais modifier un petit peu au niveau des effets. Donc on a sur ici du prédéfini, donc je vais prendre, alors qu'est-ce que je pourrais prendre? Je pourrais prendre ça, alors est-ce que c'est pas mal? Oui, ça peut être pas mal. Alors attention, on va modifier par exemple le contour. Donc au niveau du contour, qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre par exemple sans contour, donc on va avoir cet élément là. Ça ne me plaît pas trop, je vais modifier encore. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Biseau, ça va être un petit peu mieux je pense. Si on sélectionne ici cette zone là, donc on a un bouton qui apparaît comme ceci, c'est plutôt propre, c'est plutôt pas mal. Donc je vais faire un CTRL C, un CTRL V, je garde bien sûr à chaque fois le même template. Donc on va avoir ici nouveau, hop. On va mettre quoi à la place de nouveau? On va sélectionner par contre supprimer. Voilà. Je continue à créer mes boutons. Je le place ici juste à côté. On va avoir quoi? On va avoir annuler. Voilà. Et encore un. Je le colle. Et là, ça sera sauvegardé.
Vous avez vu que j'ai pas trop de place ici pour mettre l'ensemble des différents éléments. Donc, tout simplement, je diminue un petit peu la taille de la police. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais sélectionner les 4 éléments. Les 4 éléments, et je vais faire ça. Regardez, je vais aller dans Aligner, et je vais aligner au milieu pour le mettre au même niveau de façon horizontale. Et ensuite, je vais distribuer de façon horizontale, comme ceci, pour les avoir sur le même axe, afin d'obtenir quelque chose d'assez propre. Je vais les décaler un petit peu. Voilà, on va les mettre un peu vers la gauche, comme ça, voilà, c'est très bien. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai mes différents boutons qui apparaissent. Et qu'est-ce que je vais sélectionner? Maintenant, je vais leur donner des noms. Alors les noms, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, par exemple, ici, nouveau. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Eh bien, on va l'appeler tout simplement nouveau. J'appuie sur Entrée, regardez, je sors de ma forme. Maintenant, je retourne dans ma forme et j'ai bien ce nom-là. C'est très important de nommer vos formes, puisqu'après, on va s'en servir, on va se servir de ces noms-là afin d'établir nos différentes macro-commandes. Donc, supprimer, là, nouveau, supprimer, comme ceci. Et qu'est-ce que je vais faire en plus? Je vais, regardez, sélectionner ces deux formes-là. Ces deux formes-là que je vais intégrer dans une nouvelle forme en allant dans Format de la forme et dans Grouper ici. Et mon groupe, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler Existe. Puisqu'il y aura 2 cas dans mes macro-commandes, donc souvenez-vous, un nom par forme et un nom pour le groupement de mes 2 formes. Maintenant, on a notre bouton Annuler. On va l'appeler comment? Eh bien, on va l'appeler Annuler. Comme ceci. Le bouton Sauvegarder, je pense que vous avez compris, on va l'appeler Sauvegarder. Voilà. Mais à présent, je vais sélectionner là encore ces 2 boutons. Et je vais aller dans Format de la forme, Grouper, je groupe les éléments. Et je vais les appeler Nouveau. Nouveau groupe, donc on va mettre Nouveau GRP par exemple. Voilà, comme ceci. Donc là encore, un nom par forme et ensuite un nom pour le groupe de mes différentes formes. Donc on a ces différents éléments qui apparaissent. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais intégrer une autre forme. Cette fois-ci, ça va être des petits cercles à cocher. Donc, je vais prendre ici le cercle. Je reste appuyé sur la touche majuscule de mon clavier et je place ma forme à peu près ici. Regardez, on a cet élément qui apparaît donc comme ceci. Voilà. Et ça va être notre première forme. Donc, au niveau du fond du remplissage, on va prendre quelque chose d'assez clair. Voilà, de cette façon-là. Et pour le contour, on prend un élément noir comme ceci. Maintenant, regardez, je vais faire un CTRL-C, un CTRL-V, je vais copier 2 fois. Et je vais replacer les éléments ici. Ça sera tout simplement des cases à cocher par l'utilisateur. Alors, je vais les mettre à peu près de cette façon-là. Voilà, c'est très bien. Comme ceci. Et ensuite, qu'est-ce que je vais avoir encore comme zone de texte? Je vais avoir des zones qui vont apparaître ici. Donc, je vais faire insertion, mais cette fois-ci, je ne vais pas intégrer des formes, je vais intégrer du texte. Et on va avoir quoi? On va avoir les achats. Là encore, attention à la police d'écriture, hein, qui n'est pas forcément la même. Moi, je suis resté dans du Amasis. Voilà. Donc, on va centrer les éléments. On va augmenter un petit peu la taille de la police. Voilà, comme ceci. On fait un petit clic droit. Et on va enlever notre remplissage. Pareil, on va enlever le contour. Par contre, au niveau de la couleur de police, on va mettre quelque chose de blanc. C'est plutôt pas mal. On est en gras, donc c'est parfait. Donc, la première case à cocher, ça sera ici les achats. Bien sûr, je copie et je colle pour avoir ensuite, je pense que vous l'avez compris, les ventes. Voilà. Et enfin, je copie-colle encore pour avoir cette fois-ci tous les éléments. Donc, on va cliquer sur tous. Voilà, donc l'utilisateur va cocher l'une de ces différentes formes. Voilà, donc les différents cercles. Comme ceci. Donc bien sûr, je vais les placer maintenant sur le même axe. Donc au milieu, comme ça, je peux naviguer avec la flèche et surtout, je vais distribuer horizontalement. Voilà, pour avoir la bonne distance entre les différents éléments. Je fais pareil avec les zones de texte.
Je les sélectionne, j'aligne, je les place au milieu. Et ensuite, je les distribue de façon horizontale. Donc c'est bien plus propre. Maintenant, regardez, je peux les déplacer comme ceci, à peu près la même distance. Voilà, je peux les rapprocher. Je peux ensuite les déplacer une à une pour essayer d'avoir quelque chose vraiment de très propre. Voilà, on essaye de faire quelque chose d'esthétique comme d'habitude. Voilà, bien sûr, c'est vous qui voyez. Si vous voulez modifier certains des éléments proposés, n'hésitez surtout pas à le faire. Donc voilà nos différentes cases à cocher et notre menu ici. Maintenant, je vais intégrer encore d'autres petits éléments. Je vais aller dans Insertion et dans Insertion, je vais sélectionner différentes formes. Et regardez ce que je vais faire. Je vais prendre cette forme-là. Vous voyez, ici. Et je vais la tracer dans cette zone. Voilà. Et comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler afficher. Comme ceci. Pourquoi? Parce que ça sera tout simplement un objet qu'on va intégrer et qu'on va faire apparaître pour faire afficher certaines lignes qui seront utiles, et de la même façon, on fera en sorte de ne pas afficher certaines lignes qui ne sont pas utiles. Donc là, au niveau de l'effet, on avait quoi? On avait, il me semble, ouais, donc celui-ci, le premier. Donc là, on va faire pareil. Au niveau de l'effet, on va prendre le premier effet comme ceci. Voilà, c'est très bien. Et on va avoir éventuellement, on va pouvoir l'afficher ici. On va mettre afficher. Voilà. On va centrer nos petits éléments. On va les mettre en gras. C'est plutôt pas mal d'avoir ça. Ça nous permet quand même d'avoir un élément assez intéressant. Est-ce que je mets un petit contour? Ouais, je peux laisser éventuellement ce petit contour-là. Ça peut être assez intéressant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais à présent, regardez, intégrer une autre forme. Cette fois-ci, ça sera l'opposé de celle-ci. Je vais la placer à peu près à cette distance-là. Voilà. Hop. Comme ça, regardez, on a exactement les mêmes types de formes. Et je vais prendre quoi? Je vais prendre le même effet. Donc biseau, niveau bouton, et le contour, on va être sur du contour en blanc. Et là par contre, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre tout simplement masqué. Voilà. Et comment est-ce que je vais appeler cette forme-là? Je pense que vous l'avez compris. Je vais l'appeler masqué. Voilà. Donc on a nos deux formes. Regardez, on a masqué. Alors bien sûr, je vais modifier là, hop, la même police. Afficher, masqué. Je vais prendre ces deux formes-là. Voilà, je vais les sélectionner en même temps. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir tout simplement les centrer, les mettre au milieu de cette façon-là. Et je vais pouvoir avoir enfin les différents éléments qui m'intéressent. Donc, je vais pouvoir cliquer par la suite, bien sûr, sur masquer pour masquer les zones. Et ensuite, on appuiera sur afficher afin d'afficher naturellement les différentes zones. Donc là, alors qu'est-ce qui me manque? Est-ce que j'ai bien centré? Voilà, donc c'est bon. Voilà donc pour les différents objets à intégrer à notre fichier. Attention, la difficulté ici étant naturellement de mettre les bons noms, puisque ces noms-là vont apparaître sur nos macros. D'ailleurs, regardez ici, au niveau des achats, on n'oublie pas d'ailleurs de mettre un nom de bouton. Donc, achat, on va l'appeler BTN, pour bouton tout simplement, achat. On appuie sur Entrée. Pour les ventes, on n'oublie pas, ça va être quoi? Ça va être BTN. Et cette fois-ci, vente. Et pour le dernier, ça va être BTN. Et comme il s'agit de tous, on va l'appeler tous. Comme ceci. Donc, bouton tous. Ensuite, bouton vente. Et enfin, bouton achat. On a donc des noms pour chacune de nos formes. On a bouton achat, bouton vente, bouton tous, existe, avec bien sûr cette forme-là. Dans existe, on a nouveau et supprimé. Ensuite, on a l'autre groupe, nouveau groupe, avec annuler et sauvegarder. Et ensuite, on a les deux formes ici, afficher et masquer. Voilà donc pour les formes à intégrer et les noms à leur donner. À présent, nous allons mettre en place quelques mises en forme conditionnelles pour notre fichier. Donc pour ce faire, je vais aller accueil, mise en forme conditionnelle et je vais cliquer sur nouvelle règle.
Dans les nouvelles règles, je vais sélectionner une formule à appliquer. Dans cette formule, qu'est-ce que nous allons avoir? Alors nous allons avoir plusieurs éléments. Déjà, ce que je vais faire, c'est changer ici la couleur de fond de mon menu en fonction de ce que l'utilisateur va choisir. Par exemple, s'il va cocher achat, on aura cette couleur de fond. S'il cochera vente, on aura une autre couleur. Et pour tous, encore une autre couleur. Donc pour ce faire, je vais faire quoi? La formule suivante, égale quoi? Égale B1, le type de la transaction, est égal, par exemple, et on va prendre vente. Comme ceci. Je ferme les guillemets. Voilà pour ma formule. Maintenant, on va appliquer la mise en forme que nous souhaitons. Et là, regardez, ça va être assez intéressant puisque on va pouvoir sélectionner un remplissage bien défini. Donc au niveau de ce remplissage, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre par exemple, on va prendre une zone, quelque chose d'un petit peu plus bleu puisqu'ici on est sur ce type de couleur. Donc on va prendre peut-être, allez, on va prendre ce bleu-là, par exemple. Ou peut-être non, voilà, un petit peu plus foncé. Donc on est comme ça, on appuie sur OK, et là, rien ne se passe, c'est normal, parce que regardez, j'ai appliqué ma mise en forme, je vais dans gestion de la règle, mais là, ça s'applique à A1, donc ça n'a pas de sens. On va le faire s'appliquer à l'ensemble des éléments de notre petit menu. Donc ça va être égal à quoi? Ça va être toute cette zone-là. Partout où on a des éléments en noir, eh bien, on va sélectionner, regardez, comme ceci, très simplement, hop, on prend les pointillés un petit peu partout. De toute façon, après, on pourra bien sûr modifier si on n'a pas tout, donc c'est pas très grave. Voilà, je fais bien attention à sélectionner les bons éléments. Voilà, comme ceci. On sélectionne pareil ici. On fait attention à ne rien oublier. Voilà, de cette façon-là. Comme ceci, c'est très bien. Et maintenant, je peux appliquer et appuyer tout simplement sur OK. J'ai les éléments qui apparaissent ici. Si maintenant, je tape par exemple comme ceci, en B1, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, vous avez remarqué que j'ai le fond qui a changé d'apparence. Si maintenant je fais disparaître, j'ai encore ce changement de fond. Alors ça peut être bien sûr très intéressant, puisque là maintenant, je vais pouvoir retourner dans mise en forme conditionnelle, gestion de la règle, et je vais éventuellement, alors bien sûr, comme je n'ai pas la sélection, regardez, je vais sélectionner tout ça, hop, mise en forme conditionnelle, gestion de la règle, et là j'ai ma règle. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas la retaper, je vais tout simplement la dupliquer en cliquant sur dupliquer. Et là, je vais appliquer tout simplement une modification, donc ça ne sera pas vente, ça sera tous, comme ceci. Et la couleur de fond, ça sera quoi? Alors là, on peut prendre quelque chose d'autre, on peut prendre un vert peut-être un petit peu plus clair, un bleu plutôt, voilà, comme ceci. On appuie sur OK, on appuie encore sur OK, on peut appliquer, voilà. Donc là maintenant, si je sélectionne vente, j'obtiens ces éléments-là, et si je prends, j'ai un vert, un bleu, pardon, un petit peu plus clair. Donc c'est plutôt intéressant, ça nous donne un petit menu qui peut donc être changé comme ceci. Là, je vais enlever et hop, je repasse sur la première zone. Une fois que j'ai fait ça, je vais encore ajouter une autre mise en forme conditionnelle, celle qui va me mettre en surbrillance les éléments de mon tableau. Donc comment est-ce que ça va se passer? Eh bien c'est très simple, je vais prendre ici la correspondance que nous avons en B2, c'est-à-dire la sélection de la ligne par l'utilisateur, et je vais tout simplement surligner cette zone-là. Donc je vais aller dans mise en forme conditionnelle, là encore, j'ajoute une nouvelle règle, comme ceci, et je vais utiliser une formule. La formule, ça sera quoi? Ça sera égal B2 ici, donc la sélection de la cellule, est égale à la ligne, j'ouvre et je ferme ma parenthèse. En termes de format, là je vous propose de prendre des motifs et textures comme ceci, et on va prendre quelque chose d'assez foncé, par exemple, là on peut prendre du gris comme ça, avec du gris un petit peu plus clair, voilà, ça donne un petit effet sympa. Et on va dans police, on sélectionne une couleur blanche, et on peut aussi mettre les éléments en gras, par exemple. Comme ceci et comme ceci. Là encore, au niveau de la mise en forme conditionnelle, je vais un petit peu changer ici l'application des règles, puisque moi je souhaite que ça s'applique naturellement, regardez, hop, à l'ensemble de mon tableau ici, c'est-à-dire tout simplement à partir de D18, comme ceci, et on va aller on peut aller par exemple jusqu'à la ligne 10 000. Par exemple, vous pouvez aller, si vous le souhaitez même, jusqu'à la dernière ligne de votre fichier.
on applique et on appuie sur OK. Voilà. Et là, rien ne se passe. Pourquoi? Regardez, si je tape maintenant tout simplement un 20, eh bien je vais avoir ma ligne ici qui va se surligner. Pourquoi? Parce que j'aurai ici la sélection qui se fait à 20. Pareil, si je tape 22, je vais avoir la ligne qui va passer ici. Vous avez compris, on va automatiser ces différents éléments un petit peu plus tard dans notre tutoriel. Je passe maintenant à mon onglet d'articles ici. Et pareil, je vais dans mise en forme conditionnelle, je vais dans nouvelles règles et dans nouvelles règles, qu'est-ce que je vais sélectionner? Une formule et je vais faire égal. Égal quoi? Égal cette fois-ci, on va prendre D2 ici, mais attention, on ne va pas mettre les dollars. Pourquoi? Parce que je souhaite tout simplement affecter cela à l'ensemble de mes différentes zones, donc différent d'une cellule vide. Pourquoi? Je veux tout simplement automatiser l'apparition de ma bordure. Donc je sélectionne ici le format, je prends bordure, j'applique encore, OK. Je retourne ici dans la mise en forme conditionnelle et je vais un petit peu changer bien sûr le s'applique à. On va pas être sur la cellule A1, vous l'avez compris. On va être sur l'ensemble de notre plage de données ici. Donc voilà, ça va aller de la colonne D à la colonne J. Par contre, on va aller par exemple jusqu'à la colonne, mettre allez, J100. Voilà, c'est très bien. Pour 100 articles, je ne pense pas que vous allez en avoir plus que ça. Bien sûr, si vous en avez plus, vous mettez 1000 au lieu de 100. Ça va fonctionner naturellement très bien. Donc, vous sélectionnez les différents éléments de cette façon-là. Donc, regardez, on a ces différents éléments qui apparaissent. J'appuie sur OK. Attention, je retourne ici. Pas sûr que ça ait bien fonctionné. Je vais gérer la règle. Donc, on est de D2 à J100 comme ceci. Ah, regardez, vous voyez le petit check qui n'a pas fonctionné. Hop, on retourne ici. C'est pas G3, c'est D2. Hop, j'appuie sur OK. Je valide là encore une fois. Et j'appuie encore ici. Voilà. Donc maintenant, on a tous les éléments ici de notre tableau qui vont avoir des bordures de façon totalement automatique en fonction de ce qui sera inscrit par l'utilisateur. Pareil ici, on va avoir les types de ventes qui vont changer donc de format et on va avoir ici par exemple tous, je revérifie, vous voyez, on a à chaque fois le fond qui va changer et bien sûr, on a les sélections de lignes ici. Donc pareil, si je sélectionne 20, ça va se modifier. Donc voilà pour la partie mise en forme conditionnelle. On enchaîne avec un élément essentiel pour la création de notre fichier, c'est bien entendu la mise en place des différents plages nommées. Donc pour ce faire, je vais aller dans mon onglet formule ici et je vais cliquer sur gestionnaire de noms. C'est ici qu'on va intégrer les différentes plages. Et je vais démarrer par quoi? Je vais démarrer par une plage qui va donc être intégrée à notre onglet ici d'inventaire. Donc je démarre. Je vais aller dans nouveau nom ici et je vais mettre tout simplement le nom correspondant. Je vais l'appeler catégorie, comme ceci. Et qu'est-ce que je vais avoir comme formule? Je vais avoir la formule suivante, égale. Je fais appel à la fonction décaler. Décaler de quoi? Décaler de mon onglet d'inventaire, comme ceci. Et je vais sélectionner donc la première ligne de mon tableau, c'est-à-dire des 17. Point virgule. Point virgule 1. Je vais d'ailleurs tirer un petit peu cette fenêtre-là pour que vous puissiez bien voir. Point virgule 1, point virgule 0, point virgule, on va prendre nbval. Pourquoi? Parce que je souhaite intégrer une plage nommée variable par rapport aux différents éléments que vous allez avoir dedans. J'ouvre ma parenthèse et qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais sélectionner la colonne D, tout simplement ici, donc D18, et je vais descendre à peu près jusqu'à la plage D. On va descendre par exemple jusqu'à D1000. Je ferme la parenthèse, point virgule 1, je ferme la parenthèse. Donc, on a cet élément-là qui apparaît. J'appuie sur OK. J'ai donc mon premier élément. Je vais avoir cette plage-là, et si je la sélectionne, pour l'instant, rien ne se passe. C'est normal, je n'ai pas d'informations saisies dans ma cellule. Si je vais dans la catégorie, si par exemple, je vais par exemple ici, matériel, comme ceci, je sélectionne un élément, et ensuite, ce que je peux sélectionner par exemple, c'est fourniture, voilà. Donc j'ai rempli deux éléments de mon tableau, je retourne sur mon gestionnaire de noms, je le sélectionne, et regardez, j'ai une plage nommée totalement dynamique, puisque là on voit qu'il y a la sélection des deux éléments que je viens de saisir.
Je vais répéter cela. Donc je copie cette formule et je vais aller dans Nouveau. Dans Nouveau, qu'est-ce que nous allons avoir maintenant? On va avoir ce que j'appelle un ref comme ceci. Un bref, donc je sélectionne ici ma référence et je fais un CTRL-V de ce que j'avais tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement notre colonne de référence, puisque c'est la référence de l'inventaire. Donc on passe de la colonne D, comme c'est le cas ici, à la colonne G, tout simplement. Donc on remplace les D par les G. N'oubliez pas, le but du jeu ici, c'est de créer des zones nommées totalement dynamiques. J'appuie à présent sur OK, comme ceci. Je ferme cette zone de sélection et je peux aller par exemple ici. Donc on va prendre comme ça, par exemple, voilà les différentes références, copier. Et je vais les mettre ici dans ma référence pour voir tout simplement si ma plage nommée fonctionne telle que je le souhaite. Je me place ici, regardez, j'ai bien les 3 éléments avec les pointillés autour. Donc, ma zone fonctionne parfaitement. Je peux sélectionner à nouveau cette petite formule. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire pareil, mais pour tout simplement les quantités. Comme ceci. Et je vais aller dans référence A. Je fais tout simplement un petit CTRL-V. Voilà. Et pour les quantités, je pense que vous avez compris, ça sera quoi? Ça sera tout simplement cette fois-ci la colonne I. Donc on va remplacer le G par le I. Encore une fois. Et encore une fois. Voilà. J'appuie sur OK. Je ferme. Je vais un petit peu regarder ce qui va se passer. On va mettre par exemple 20 et 10. Donc j'en mets que 2. Je vais dans mon gestionnaire de nom. Je me place dans la quantité. Et j'ai donc les 2 éléments qui apparaissent. Ça fonctionne, c'est très bien. Je sélectionne à nouveau cette petite formule, CTRL-C, je vais dans Nouveau. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre, et on va un petit peu modifier, je vais prendre cette fois-ci la référence. Donc je vais l'appeler référence. Comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de cette référence, on va tout simplement cette fois-ci modifier la zone de sélection, c'est-à-dire qu'on va aller tout simplement, regardez, faire égal décalé. J'ouvre la parenthèse et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va sélectionner? On va sélectionner notre plage article. Pourquoi? Parce que c'est ici que nous avons véritablement notre référence et plus particulièrement, on sera par exemple ici en D4. Je vais avoir des points-virgules, 3 fois, ensuite NBval, j'ouvre la parenthèse, NBval de quoi? Et là, ça va être de la cellule D4 à descendre jusqu'à D1000, comme ceci. Je ferme la parenthèse, point virgule 1, et je ferme encore ma parenthèse. J'appuie sur OK. Je vais aller éventuellement dans ma sélection et regardez, j'ai bien les pointillés qui s'affichent ici de façon totalement dynamique. Donc c'est exactement ce que je cherche à faire. Maintenant, je continue. Nouveau nom, on va se placer cette fois-ci dans notre onglet de base de données. Pourquoi? Parce que ça va être tout simplement les achats. Donc les achats, pareil, on va se placer ici, on va faire égal décalé. J'ouvre ma parenthèse. Décalé de quoi? De ma base de données ici. Et on va se placer où? On va se placer ici en E4. Tout simplement. 3 fois les points-virgules. NBval. J'ouvre la parenthèse et ça sera quoi? Ça sera tout simplement ici notre sélection de E4 à E1000. De cette façon-là. Puis qu'est-ce que nous allons faire? Je ferme bien sûr la parenthèse, point virgule 1, je referme à nouveau la parenthèse. J'appuie sur OK. Je me place ici, regardez, hop, et j'ai bien la zone qui apparaît. Alors, j'ai une sélection qui se fait sous ce format-là. Pourquoi? Parce que je suis bien, alors je suis sur du E4, et là, regardez, ce n'est pas E3, attention, c'est E4. Toujours bien faire attention parce qu'on peut vite se tromper dans une sélection. Voilà, donc on valide. Oui, je veux valider la modification apportée. Regardez, si je me repasse ici,
je me retrouve avec la bonne sélection. Donc, bien attention à avoir du E4 ici, de ne pas mettre du E3, sinon vous voyez que la sélection est décalée d'un cran. Donc maintenant, une fois que j'ai ça, donc j'ai les différents achats, donc les fournisseurs, et je vais pouvoir copier cet élément-là, parce que vous l'avez compris, après les achats, on va enchaîner sur les ventes. Et les ventes qui s'adressent à qui? Qui s'adressent naturellement aux différents clients. Donc là, je peux appuyer par exemple sur OK, comme ceci, et je peux remplacer ici, voilà, pour avoir les ventes. Alors vous l'avez compris, j'ai fait un copier-coller, mais ce n'est pas la colonne E, ça va être cette fois-ci la colonne C. Donc on va tout simplement remplacer le E par le C. Voilà. Donc on a notre formule, bien sûr je la valide là encore, et je vais maintenant sélectionner cette zone-là et regardez, j'ai bien la sélection qui se fait de façon dynamique sur le client, mais aussi sur le fournisseur. Regardez, je me place ici, hop, on a le fournisseur et on avait vérifié les autres champs pour les autres zones. Donc, je peux refermer ici mon gestionnaire de nom et nous en avons fini avec l'intégration des différentes plages nommées. À présent, on va enchaîner avec la mise en place des différentes formules de notre fichier, bien sûr, les formules Excel. Et donc, on va commencer par quoi? On va commencer par mettre en place quelque chose d'assez évident, c'est le type de la transaction. Le type de la transaction, ça va être quoi? Ça va être égal à ce que nous avons ici. Et c'est ce qu'on va changer plus tard avec notre macro. Ce que je vais faire, c'est que je fais un petit peu de mise en forme. J'augmente un petit peu la taille de la police. Voilà, je peux souligner si je le souhaite, ça peut faire un petit peu plus propre. Et on va ensuite intégrer une petite formule à cela, mais tout d'abord, on va se placer dans le type. Donc le type qui va se situer ici. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir égal. Si j'ouvre la parenthèse, F4, c'est-à-dire ce que j'ai intégré ici, est égal à achat. Alors achat, je vais le mettre d'ailleurs sans S. Voilà. Si c'est égal à achat, alors on aura quoi? On aura tout simplement fournisseur. Point virgule. Client. On ferme bien sûr la parenthèse. On ferme ici les différents éléments. Donc on a ici dans le type donc client ou éventuellement un autre élément, c'est-à-dire tout. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais intégrer ici un autre titre. Donc regardez, ça va être une nouvelle fonction qu'on va intégrer à notre fichier. Donc je vais faire tout simplement égal. Pareil, là on va sortir une conditionnelle. Si, j'ouvre la parenthèse, là encore ma touche F4 ici est égale à achat. Alors, ça va s'appeler comment? Ça va s'appeler tout simplement, j'ouvre les guillemets, fournisseur, espace, deux points, espace. Comme ceci. Donc, je ferme à présent mes guillemets. Point virgule, ça sera quoi? Ça sera tout simplement si, là encore, conditionnel imbriqué, ma touche F4 comme ceci est égale à, j'ouvre les guillemets, vente. Je ferme les guillemets, point virgule, on mettra tout simplement client, espace, deux points, espace, je ferme les guillemets, point virgule, on renverra une cellule vide. J'appuie sur entrée, alors vous voyez, il y a une proposition qui m'est faite, pourquoi? Parce que j'ai oublié une parenthèse, c'est pas trop grave, on appuie sur OK. Donc là on est sur tous, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Maintenant si je vais dans achat, je vais avoir quoi? Je vais avoir le fournisseur qui va apparaître ici, logique. Ensuite, si je vais dans vente, j'ai une modification qui est faite et bien sûr la vente, ça sera quoi? Ça sera des clients, ça ne sera pas des fournisseurs. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir modifier un autre élément de notre tableau, c'est naturellement le calcul du stock. Donc le calcul du stock qui se situe ici. Vous avez remarqué quoi? Vous avez remarqué que là, dans ma base de données, j'ai rajouté des éléments que j'ai écrits à la main.
Donc on va avoir à chaque fois vente ou achat, c'est la catégorie, puis client ou fournisseur, donc ça dépend de si c'est un achat ou éventuellement une vente, la date, la référence, le prix, la quantité, le total et enfin les commentaires. Ce qu'on retrouve naturellement ici. Maintenant, on va calculer les éléments de stock que nous avons dans cette zone-là. Et pour le calculer, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à une fonction somme.si.ans. Mais avant cela, on va se placer dans mon onglet article. Pourquoi? Tout simplement pour remplir de prime abord ces deux colonnes qui vont donc me servir de base de calcul. Donc, je vais me placer ici, stock disponible, est égal somme.si. J'ouvre ma parenthèse. De quoi? De quantité. Souvenez-vous, hein, nos plages nommées, comme ceci. Point virgule. Un bref. Attention à bien respecter les différents éléments. Plage de critères. Point virgule. Attendez, je vais regarder vite ce qu'on a ici. C'est un ref, vous voyez, il faut modifier. Hop, le nom, c'est bien sûr un bref. J'appuie sur OK et je ferme. Voilà, je peux retaper ma formule. Égal, somme.si, point, j'ouvre la parenthèse. Donc on va appeler quantité. Vous voyez, l'erreur, je l'ai vue parce que lorsque j'ai appelé ma plage nommée, elle n'est pas apparue directement. Normalement, elle doit m'être proposée de cette façon-là. Voilà, donc un bref, point virgule. Ça va être ma cellule D4 ici, hein, parce qu'on va chercher bien sûr la référence. Point virgule, on va faire appel à la catégorie, ce qu'on a tapé tout à l'heure. Point virgule, ça va être quoi? Ça va être à chaque fois les différents achats, comme ceci. Hop, je ferme ma parenthèse. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux sélectionner cette fonction. Je fais un CTRL-C, puis j'effectue un CTRL-V. Et bien sûr, je vais soustraire. Mais je vais soustraire quoi? Pareil, quantité, un bref, D4, catégorie. Mais attention, on ne sera plus dans de l'achat, mais on sera dans les ventes. Parce que bien sûr, les stocks, c'est vos achats, moins les ventes, c'est la différence des deux. J'appuie sur Entrée. Et j'ai un stock disponible de moins 50. Donc voilà les différents éléments. Je peux tirer ma formule à présent vers le bas. De cette façon-là. Souvenez-vous, on avait mis notre mise en forme conditionnelle qui me permet maintenant d'afficher de façon totalement directe les différents éléments, les différentes bordures. Maintenant, on se place dans la colonne d'à côté et on continue. Égal somme.si. Et là, on va récupérer les différentes quantités d'achat. Et ça va être égal à quoi? Ça va être égal à la quantité. Là encore, notre plage nommée dynamique, comme ceci. Point virgule, un bref. Voilà. Point virgule, notre cellule D4, puisqu'on doit utiliser la référence. Point virgule, catégorie. Voilà, point virgule, achat. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Je suis à 0, je tire tout ça vers le bas. Voilà, et j'ai ces éléments qui apparaissent. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir retourner ici dans mon onglet d'inventaire afin de calculer tout simplement le stock pour chacun de mes différents produits. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire égal quoi? Égal somme, point si, point ans. J'ouvre la parenthèse, quantité, comme ceci, point virgule 1, ref, là encore. Voilà. Point virgule, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va chercher? Eh bien, on va chercher la référence ici, c'est-à-dire E7. Point virgule, catégorie. Point virgule, achat. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Ensuite, vous l'avez compris, pour calculer le nombre de produits en stock, je vais reprendre ça et je vais soustraire tout simplement quoi? Tout simplement les différentes ventes. Donc, on va garder quantité, un bref, E7, catégorie,
Et là, au lieu d'avoir achat, on va avoir nos ventes. J'appuie sur Entrée. J'ai donc le stock qui apparaît ici. Alors pour l'instant, forcément, on n'a pas grand-chose. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'éléments ici dans ma référence. Si je prends par exemple celui-ci, alors on va prendre une référence, on va essayer, voilà, le P06. J'intègre ma référence comme ceci, et vous voyez, elle apparaît automatiquement ici dans ma gestion du stock. Alors bien sûr, nous avons mis à présent les différentes formules, il faut désormais automatiser tout cela avec la création des différentes macro-commandes. Et maintenant, on va continuer avec le centre de notre fichier. Le plus important, c'est bien sûr les différentes macro-commandes et le code VBA qui s'y rattache. Donc pour ce faire, je vais aller dans mon onglet de développeur ici et je vais cliquer sur Visual Basic. Une nouvelle fenêtre va apparaître et dans cette fenêtre-là, je vais ajouter 2 modules qui vont être donc intégrés à mon projet. Pour ce faire, je vais faire un petit clic droit ici dans cette zone blanche et je vais aller dans Insertion. Insertion, je prends ce module. Au niveau du nom de notre module, le premier module, je vais l'appeler Ajout, comme ceci. Je continue, je fais un clic droit et je réinsère un autre module. Ce module-là, par contre, je vais l'appeler Filtre. Voilà donc les 2 modules correspondants qui vont nous servir de bibliothèque de macro-commandes. Maintenant, je vais commencer par me placer ici donc dans mon module de filtre et je vais intégrer 2 macro-commandes extrêmement simples. Ça va être quoi? Ça va être celle-ci. Regardez, lorsque l'utilisateur va cliquer ici sur masquer ou afficher, on va masquer la ligne 9 à 12 ou afficher la ligne 9 à 12 tout simplement. Donc vous allez voir, le code est relativement simple, donc je le place ici. Donc on aura quoi? On aura montrer détail, donc c'est ce qu'on va affecter à la forme affichée. Et ça va être quoi? With feuille 1, donc dans notre feuille 1, range 9 à 12, ça veut dire qu'on va prendre les lignes 9 à 12 et on va les cacher. Point entire row, point hidden égale false. Donc on va les montrer. Ensuite, on utilise ici .shape affiché .visible égale false. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura montré les détails, donc affiché les détails, notre forme qui se nomme affiché deviendra invisible. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on aura déjà montré l'ensemble des détails. Donc la seule option pour l'utilisateur sera de masquer ensuite les détails. Donc ici, la forme masquée deviendra visible. Et on fait exactement l'inverse pour la deuxième macro-commande ici, c'est-à-dire masquer détail. Donc on est toujours dans la feuille 1, on sélectionne toujours les lignes 9 à 12, sauf que cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple, nous allons masquer les différents détails. Et donc, on va avoir l'opposé de ce que nous avions ici, c'est-à-dire que shape affiché, donc la forme affichée, cette fois-ci, va apparaître et la forme masquée va être invisible. Pourquoi? Parce que l'utilisateur n'aura que comme option d'afficher, puisqu'à ce moment-là, les données seront d'ores et déjà masquées. Donc regardons un petit peu. Je vais me placer ici sur mon fichier Excel et je vais faire un petit clic droit sur tout simplement ma forme masquée, comme ceci. Et je vais cliquer sur affecter, alors non, pas enregistrer, je fais affecter une macro, comme ceci. Et là, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre masquer les détails. J'appuie sur OK. Je retourne ici, regardez, je clique sur masquer et que se passe-t-il? Eh bien, j'ai juste ici ma forme affichée qui apparaît. Donc c'est très simple, je fais maintenant un clic droit sur afficher, affecter une macro et là, on va aller sur montrer détail. J'appuie sur OK. Et regardez, lorsque je clique sur afficher, j'ai donc ici les éléments qui apparaissent et quand je clique sur masquer, j'ai les éléments qui disparaissent. Donc à chaque fois, j'ai ma macro qui est bien intégrée. Donc voilà pour notre première macro. On continue et maintenant on va s'attaquer au filtre. Et alors, qu'est-ce que je vais chercher à faire? Je vais chercher à filtrer les différents éléments ici, donc de mon tableau, en fonction de ce qui sera coché par l'utilisateur ici. Donc pour ce faire, je vais aller sur Visual Basic. Et dans Visual Basic, je vais me placer à la suite et je vais commencer par intégrer ce code-là. Ça va être quoi? Ça va être l'activation de ma liste déroulante. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ici la cellule E5 de ma feuille. Alors la cellule E5, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le client. Donc là, on va filtrer le
client qu'on va donc sélectionner au préalable, naturellement dans notre tableau, c'est-à-dire ici. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ici le nom de ma liste. On se souvient bien sûr qu'il s'agit d'une variable. Et dans le cas d'un achat ou d'une vente, je vais filtrer soit les achats, soit les ventes. Alors comment est-ce que je vais le déterminer? Je vais le faire par la suite. Je vais rajouter une autre macro, bien sûr, qui va donc me déterminer s'il s'agit d'un achat, d'une vente ou de tous, c'est-à-dire ce que l'utilisateur va cocher. Donc je retourne ici sur ma macro commande et bien sûr pour le cas où on sélectionnerait tout, alors dans ce cas-là, il n'y aurait pas de liste déroulante. Donc je n'activerai pas ici cette liste-là. Donc c'est ce code-là qui va nous permettre d'intégrer et de filtrer. Add type, donc on aura la liste avec à chaque fois les différents critères et donc le critère ici, achat. Bien sûr, on aura la même chose ici, critère vente, et on pourra donc activer notre liste. Donc ça sera un bout du code qu'on va intégrer un petit peu plus tard. Mais il est essentiel de l'introduire dans nos macros commandes. Ensuite, je me place à la suite comme ceci et je vais intégrer un nouveau code, donc activer bouton. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est très simple, c'est un code qui va me permettre de modifier tout simplement la couleur de ma forme. Et regardez, je me place ici, c'est la couleur qu'on va avoir ici. Donc par défaut, quand ça n'est pas sélectionné par l'utilisateur, je souhaite une couleur grise. Mais quand ça sera coché, on va mettre ça plutôt en vert. Vous voyez, et donc là, j'ai les codes couleurs. Donc ça, pareil, c'est un code qui, en soi, ne va pas s'intégrer directement dans la macro, mais qui va être appelé dans d'autres macros que nous allons construire ensemble. Donc, important, ici, le format par défaut, à chaque fois en RGB, 191, 191, 191, ça veut dire que c'est du gris. Ensuite, pour l'élément sélectionné, donc mets en vert celui cliqué, on va avoir quoi? Notre forme qui sera cette fois-ci RGB 0, 176, 80, c'est-à-dire la couleur verte. Si vous souhaitez modifier la couleur de sélection, il faudra modifier ici le code RGB que vous pouvez retrouver aisément. Ensuite, on attaque la macro suivante. Ça va être quoi? Ça va être une macro commande qui va me permettre de filtrer cette fois-ci les différentes ventes de mon fichier. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? On va, vous l'avez remarqué ici, activer les listes déroulantes à la fin. Mais tout d'abord, il va falloir que l'on sélectionne notre tableau. Et là, quel tableau j'ai sélectionné? Alors, j'ai créé une petite variable, WS égale feuille 1. ws.range c2 b7 à k1000. Regardez, b7. On va sélectionner ici, b7 ici à k1000, c'est-à-dire tout simplement jusqu'à la dernière ligne. Alors b17, pas b7, qu'on a ici jusqu'à la dernière ligne. C'est notre tableau, voilà, comme ceci. Et on va le filtrer selon le critère de vente. Et là, ça va être assez intéressant parce que comment est-ce qu'on va intégrer notre critère de vente sur notre macro commande? En appelant ici la macro précédente, c'est-à-dire activer bouton vente. Donc range B1 est égal à vente, dans ce cas-là. Feuille 1.shape nouveau point visible égale true. Alors là, on va faire apparaître et disparaître les formes en fonction de ce que l'on va souhaiter ou non. Et bien sûr, à la fin, on va faire activer notre liste déroulante de vente afin de ne faire apparaître, regardez dans notre filtre ici, uniquement les ventes. Donc on n'aura pas, par exemple, cette ligne-là et la ligne du dessus, tout simplement. Donc voilà pour les différents filtres de vente, donc le critère. Ensuite, les zones ici qui vont apparaître, voilà, de cette façon-là. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, je pense que vous l'avez compris, on va répéter tout simplement cette manip, mais cette fois-ci pour les achats. Donc, on va opérer exactement le même filtre, filtre achat. On sélectionne la feuille 1, on est toujours dans le même tableau, B17, K1000, et on va filtrer cette fois-ci en fonction des achats. Là encore, on va activer le bouton, mais le bouton achat qu'on a créé. Donc, bien entendu, faites bien attention au nom que vous avez donné à vos différentes formes. Si là, vous avez une erreur d'orthographe, votre code ne fonctionnera pas. Donc, range B1 égale achat. Donc, ça, automatiquement, ça va apparaître ici, vente ou achat. Et ensuite, on va filtrer et on va faire apparaître les différentes formes. Donc, on reste
sur le même type ici de code avec les formes nouveaux, annulés et sauvegardés qui doivent en principe apparaître sur notre feuille. Donc on a filtré les ventes, on a filtré les achats et je pense que vous l'avez compris, reste maintenant tout simplement à filtrer tout, c'est-à-dire l'ensemble des achats ainsi que des ventes. Donc là, on va faire quoi? On va sélectionner notre feuille 1, donc très classique, à adapter bien sûr si besoin. Si vous avez une autre feuille, si chez vous c'est sur la feuille 2 ou 3, on retire le filtre. Donc on sélectionne ici l'entièreté des éléments et on enlève le filtre. Puisqu'on cherche tout, on n'a plus besoin d'activer un filtre. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je mets à jour la couleur des boutons. Alors comment? Eh bien, c'est très simple, en activant, regardez ici, notre macro commande, donc bouton tous, avec ici B1 tous, et souvenez-vous, on a ici tout simplement le format par défaut qui va s'appliquer, c'est-à-dire une couleur grise pour l'ensemble des éléments qui ne seront pas sélectionnés. Ensuite, on va ici faire disparaître les différentes formes qui ne vont pas nous intéresser et on va donc pouvoir avoir les éléments qui vont apparaître ou non. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va être dans un achat directement, donc quand on va filtrer un achat, on aura la possibilité d'ajouter un achat. Lorsqu'on va filtrer des ventes, on aura la possibilité d'ajouter des ventes. Mais ensuite, lorsqu'on aura l'ensemble des filtres, il faudra d'abord décider de si on s'intéresse à l'ajout d'un achat ou éventuellement d'une vente. Donc voilà pour l'ensemble de nos différents filtres à intégrer sur notre fichier Excel. Je vais me placer donc ici afin de faire réapparaître mon fichier Excel et je vais donc affecter les différentes macros correspondantes. Donc souvenez-vous bien, il va falloir que je puisse faire un filtre ici en fonction de la sélection qui sera faite par l'utilisateur. Donc je vais faire un clic droit ici dans Achat et je vais affecter une macro, vous l'avez compris, ça sera filtrer achat. J'appuie sur OK. Ensuite, je fais pareil ici pour les ventes. Un clic droit, affecter une macro, filtrer vente. Et enfin, pour tout, on fait un clic droit, affecter une macro et on va dans filtrer tout. J'appuie sur OK et regardez maintenant. Lorsque je sélectionne achat, je vais avoir ces éléments qui apparaissent. Pourquoi? Parce que j'ai un souci ici au niveau de mon filtre. Et regardez ce que je dois faire. Je vais aller sur tout afin de faire tout réapparaître de cette façon-là. Je vais cette fois-ci effacer mon filtre. Donc on va aller dans données et on enlève le filtre. Ensuite, je me place dans ma cellule D17 et je sélectionne ici mes en-têtes. Attention, je ne sélectionne rien de plus. Et une fois que j'ai fait ça, je vais filtrer mes données. Regardez maintenant ce qui va se passer lorsque je clique sur achat. Je vais avoir la sélection des achats qui se fait. Maintenant sur les ventes, j'ai bien sûr le filtre qui se fait parfaitement sur les ventes. Et enfin, pour tout, j'ai l'ensemble des éléments qui vont donc s'afficher. Alors faites bien attention pour le filtre, il faut que vous le placiez manuellement avant afin qu'il soit tout le temps opérationnel. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut s'amuser, hein, vous voyez, on a les différents éléments qui s'affichent de cette façon-là. Vous avez remarqué aussi ici la petite case à cocher qui devient verte lorsque l'on choisit la case en question. Et voilà pour les différentes macros de filtre. On continue nos macros et je vais aller pour ça dans l'onglet de développeur et je vais afficher ici donc mon écran de macros. Et je vais aller dans Ajout cette fois-ci. Et dans Ajout, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez sur mon fichier Excel, j'ai maintenant ces boutons-là à automatiser. On a fait tout ce qui était relatif au filtre, on a affiché les éléments de masquage ou d'affichage. Et bien maintenant, on va coder ce qui est nécessaire pour créer ici le nouveau, la suppression, annuler et enfin la sauvegarde. Donc je me place ici dans Visual Basic et je vais démarrer par quoi? Je vais démarrer par la nouvelle transaction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que l'utilisateur va appuyer sur le bouton nouveau, il va pouvoir remplir l'ensemble de cet espace-là, donc des différentes zones en blanc. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement créer une macro qui va me permettre de supprimer ici les zones en blanc afin de pouvoir saisir la nouvelle transaction. Donc ça va être assez simple. Voici la macro, trans pour nouvelle transaction. On va supprimer les différents champs. Donc je les sélectionne nominativement sur ma feuille Excel, B2,
E5, E7, E9. Regardez, ça va donner quoi? Ça va donner tout simplement B2 ici, parce qu'on aura une nouvelle sélection, E5, E9. Donc à chaque fois, les différents éléments qui apparaissent ici. Pareil, on aura la sélection ici des cellules blanches, donc H5, H7, H9. Là, on va sélectionner un petit peu plus et ensuite on aura le total ici. Et enfin, tout naturellement, la zone de commentaires. Donc on va avoir l'ensemble de ces zones-là qui vont apparaître bien sûr ici dans notre sélection et on va finir par Clear Content, ce qui veut dire tout simplement en termes de langage VBA, suppression du contenu. Et ensuite, on va automatiser deux éléments. Le premier, on va se placer en H5 et on va faire en sorte qu'il y ait la date actuelle dans la cellule H5 de mon projet, c'est-à-dire tout simplement cette cellule-là. Et bien sûr, comme on va créer quelque chose de nouveau, ensuite, on va placer notre curseur en E5. Et E5, où est-ce que c'est? C'est tout simplement ici, dans le premier élément à renseigner, c'est-à-dire le fournisseur. Donc, rien de très compliqué sur cette macro-commande finale. Je retourne ici et je peux sélectionner le bouton nouveau, tout simplement, et voilà, faire un petit clic droit, affecter la macro et nouvelle transaction. J'appuie sur OK comme ceci et regardez, lorsque je clique ici sur nouveau, j'ai à présent la possibilité d'avoir ma zone de saisie totalement vierge. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je retourne ici dans ma zone de macro-commande et qu'est-ce que je vais faire? On a utilisé notre code pour automatiser le bouton nouveau. Et bien maintenant, on va automatiser le bouton de suppression. Je vous place le code ici et le bouton de suppression, ça va être tout simplement celui-ci. Qu'est-ce qu'on va faire? Là encore, ça va être assez simple. On va se placer dans la feuille 1. With feuille 1. If range b2.value égale rien, une cellule vide, alors on sort de la macro. Ça veut dire quoi? Si la cellule B2, c'est-à-dire ici la sélection de la transaction est une cellule vide, ça veut dire tout simplement que je n'ai rien sélectionné. Et si je n'ai rien sélectionné, je vais sortir de ma macro et j'arrête ici. Donc voici ma première. Ensuite, dans le cas contraire, si il y a un élément qui est véritablement sélectionné, qu'est-ce que je vais dire? Je vais utiliser tout simplement ici la message box. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Parce que là, on va être sur la suppression de la ligne. Donc je demande à l'utilisateur de confirmer tout simplement la suppression en question. Et si la réponse est oui, alors on va faire quoi? On va sélectionner la ligne et la retirer. Sélection.entireRow.delete. Et bien sûr, si c'est non, on va sortir de la macro. Ensuite, je vais placer le curseur en D18. Alors ça, bien sûr, vous pouvez le modifier. C'est juste pour ne pas rester sur une ligne flottante. Donc on a l'ensemble des éléments ici, donc s'il n'y a pas de sélection, il ne se passera rien. Dans le cas contraire, on va supprimer la ligne et ensuite on se placera en D18, c'est-à-dire tout simplement la première ligne de mon tableau. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire quoi? Je vais sélectionner tout simplement ma forme sup ici, je vais faire un petit clic droit, je vais aller dans affecter une macro et je vais affecter subtrans pour supprimer la transaction. À présent, on va passer au bouton annuler. Là, ça va être aussi assez simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner la cellule E5. Donc en gros, on va arrêter ce qu'on était en train de faire et repasser à l'état initial. Et on va tout simplement supprimer ici la sélection qu'il y a dans notre cellule B2. Donc pour ce faire, je vais aller dans Visual Basic là encore et je vais taper ce code-là. Code extrêmement simple. Feuille 1 range E5.select et en B2, on va supprimer le contenu de notre cellule. Donc, celle-ci, voilà, donc la sélection tout simplement de notre transaction. Vous allez voir, quand on va automatiser tout cela avec une macro de sélection, une macro de changement d'événement, ça va paraître beaucoup plus dynamique. On passe maintenant à la macro principale de mon module d'ajout. Il s'agit de quoi? Il s'agit, vous l'avez compris, c'est le dernier bouton ici, la sauvegarde. D'ailleurs, je me place sur mon bouton annuler et je vais tout simplement affecter ma macro
d'annulation, donc annule transaction, j'appuie sur OK. Voilà. Et il me reste à présent uniquement le module ici, sauvegarder à coder. Donc je me place ici et la sauvegarde de la transaction va être un petit peu plus complexe. Vous allez voir, je vous place le code en question. Voilà. Donc un petit peu plus volumineux, mais là encore, pas si compliqué que ça. On va commencer par quoi? On va commencer tout simplement par ici définir des variables. WS comme worksheet, c'est-à-dire tout simplement un document, un onglet, et on va avoir ici notre feuille 1. Donc la variable sera définie comme étant notre feuille numéro 1, et je vous ai précisé que vous pouvez adapter si votre feuille a un autre nom. Bien sûr, ne mettez pas feuille 1 si c'est la feuille 4, dans ce cas-là, ça ne va pas marcher. Ensuite, on va définir 3 autres variables. Type de transaction, quantité achat, quantité vente. On va récupérer les différentes valeurs, donc on les récupère où? On les récupère dans notre tableau. Par exemple, le type de transaction, on va retrouver ça dans notre cellule F4. C'est-à-dire tout simplement ce qu'on va avoir ici, donc F4, on le retrouve ici, achat ou vente. Je retourne ici. Pareil pour la quantité d'achat, on va le trouver où ça? Dans la cellule E11, et quantité vente, on va trouver ça dans E13. C'est ce qu'on a. Regardez, E, il est ici, E11 et E13. Tout simplement ces zones-là qui seront donc renseignées. Une fois qu'on a récupéré ces différentes valeurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier la cohérence. Donc si type trans égale achat et quantité de vente est différent d'une cellule vide, alors on va renvoyer le message d'erreur suivant: vous ne pouvez pas saisir une quantité vendue pour un achat. Pour tout simplement avoir une certaine cohérence. Pourquoi? Parce que la quantité vendue, eh bien, c'est auprès des clients, pas auprès des acheteurs. Auprès des acheteurs, ça sera tout simplement quantité d'achat. Et on va avoir la même cohérence ensuite s'il s'agit des ventes et s'il y a des données saisies dans les quantités d'achat. Donc, on aura le même message d'erreur, erreur de point, vous ne pouvez pas saisir une quantité achetée pour une vente, puisqu'il s'agira là de quantité vendue. Toujours bien attention à la cohérence de votre fichier. Vous ne pouvez pas, sur une transaction, remplir et les quantités d'achat et les quantités vendues. Cela va dépendre si vous êtes plutôt dans les achats ou dans les ventes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On cherche la prochaine ligne disponible dans le journal. Le journal, c'est quoi? C'est ça, donc à partir de la ligne 18, bien entendu, regardez, je peux ouvrir tout ça, donc à partir de la ligne 18 ici, on va chercher la dernière ligne. Et une fois qu'on a trouvé cette dernière ligne, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement la variable ici, dim ligne. Ligne, ça va être quoi? Ça va être tout simplement le comptage de la dernière ligne à partir ici de mon deuxième élément de cellule. Et on va avoir une petite vérif, si la ligne est inférieure à 18, alors la ligne sera égale à 17. Et ligne sera égale à ligne plus 1. C'est-à-dire tout simplement la première occurrence de ma base de données. Ici donc, nous allons chercher la première ligne disponible dans notre petite base de données. Une fois que cela est fait, on a trouvé la dernière ligne disponible, qu'on a réussi à la compter, on va insérer les différentes données. Et là, ça va être relativement simple. Pourquoi? Parce qu'on va sélectionner à chaque fois les différents éléments. Donc regardez, on aura la ligne ici, donc à chaque fois, on a ligne et colonne. Donc on aura colonne 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ce qu'on trouve ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme ceci. Et je retourne ici, voilà. Et on va remplir l'entièreté des éléments qui sont demandés, avec, bien sûr, ce que nous souhaitons obtenir. Donc on aura quoi? On aura bien sûr ici, là, le type de transaction, donc c'est-à-dire en colonne 4, comme ceci. Donc colonne 4, c'est bien sûr la colonne D. Donc on va dire s'il s'agit d'une vente ou d'un achat. Ensuite, on va avoir tout simplement ici le client fournisseur dans la colonne 5. Et là, on va récupérer ça où? Dans la cellule E5 saisie par l'utilisateur. Donc ça va être ici. Voilà, donc dans la colonne E.
c'est-à-dire 5, ensuite 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On fait pareil et on récupère à chaque fois les différents éléments qui nous intéressent. Regardez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les différents éléments, tout simplement, c'est quoi? C'est un copier-coller de ce que l'utilisateur va saisir ici, qui va se retrouver à la dernière ligne de mon tableau. Visual Basic, à chaque fois, on incrémente les différentes colonnes ici, avec la ligne qui est certes une variable, mais qui est une variable constante dans l'ensemble ici de ma procédure, et donc je vais copier-coller tout simplement les éléments. Une fois que j'ai terminé avec ça, je finis rapidement comme ceci, if type transaction égale achat zen filtré achat. Je vais afficher l'ensemble des achats une fois que j'ai ajouté un achat tout simplement, et s'il s'agit d'une vente que j'ai ajoutée, eh bien je vais filtrer les ventes. Pourquoi? Parce que je veux tout simplement afficher l'ensemble des ventes si j'ajoute une vente et l'ensemble des achats s'il s'agit d'un achat. Et enfin, à la fin, qu'est-ce que je fais? J'utilise la macro Move Transaction. Pourquoi? Tout simplement pour nettoyer ce qu'il va y avoir ici dans mon masque de saisie. J'aurai l'ensemble des données qui seront donc blanches sur mon tableau. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir affecter cette macro tout simplement à mon bouton de sauvegarde ici. Et faire un petit clic droit, affecter une macro, et je vais prendre la macro créée à l'instant. Voilà, sauvegarder transaction, j'appuie sur OK. Et voilà donc pour l'ensemble des macros relatives à mon module d'ajout. Et on va terminer par l'automatisation de notre fichier. Vous allez voir comment je vais faire. Je vais utiliser une macro qui va me permettre de s'appliquer, de s'enclencher dès lors qu'il y aura un changement dans la sélection. Donc pour ce faire, je vais aller ici dans mon onglet de développeur et qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner la feuille d'inventaire numéro 1 que nous avons ici. Vous voyez, nous étions tout à l'heure sur ajout, puis sur filtre et maintenant je me place dans la feuille d'inventaire. C'est très important, si vous ne faites pas ça, ça ne fonctionnera pas. Et là, je vais insérer cette macro-là. Donc, de prime abord, elle semble assez longue, mais elle est finalement très simple. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici, regardez, Private Sub, Worksheets, Sélection, Change. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette macro va s'enclencher dès lors qu'on va changer la sélection de notre fichier. Et qu'est-ce que je vais avoir? Tout d'abord, je vérifie si la sélection est dans la zone des lignes de journal. Donc ici, ça sera la ligne 18 à 1000 et la colonne B à J. Donc, est-ce que c'est dans le tableau ici? Première condition. If not intersect, donc en gros, si ce n'est pas dans la sélection, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va rien faire. Sinon, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la déclaration de la variable ligne. La variable ligne, ça va être quoi? Ça va être ici target row. Target row, qu'est-ce que c'est? C'est la ligne sur laquelle je vais placer mon curseur. Si je place par exemple mon curseur sur la ligne 18, ici, la valeur de ma variable ligne, ça sera 18. Et une fois que nous avons fait ça, on va remplir les champs de façon détaillée. Parce qu'on va avoir dans la cellule B2 notre variable. Et souvenez-vous bien, qu'y a-t-il dans notre cellule B2? C'est tout simplement la sélection de la transaction. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais? Première condition, est-ce que je vais placer mon curseur ici dans mon tableau? Si tel est le cas, à quelle ligne? Et donc, je vais avoir le numéro de la ligne qui va apparaître ici. Et le numéro de la ligne qui va apparaître va, via mes mises en forme conditionnelles, surligner la ligne en question. Je vais dans Visual Basic et ensuite, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est très simple, je vais faire le chemin inverse de tout à l'heure, souvenez-vous, j'avais copié-collé les éléments ici pour créer une nouvelle transaction en les mettant sur les différentes colonnes en question, mais là, à présent, lorsque je vais sélectionner une ligne, eh bien, ça va être le détail qui va être collé ici dans le masque de saisie afin d'avoir à chaque fois les différents éléments. Par exemple, lorsque je vais cliquer sur cette ligne-là, je vais avoir le fournisseur en question, la date, la référence et ainsi de suite qui va s'afficher automatiquement. Je vais donc aller sur mon onglet de Visual Basic et regardez, c'est très simple, c'est écrit ici, remplissage des champs
de détail à adapter selon ta structure exacte. Donc si tu as modifié quelques lignes, n'hésite pas à modifier cette structure-là. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir toujours la même ligne. La variable sera toujours la même. Pourquoi? Parce qu'on sélectionne une seule ligne. Mais ça va être ensuite la référence de la cellule qui va changer. Par exemple, ici, on va vouloir mettre le client. Alors le client, où est-ce que c'est? Le client, c'est en E5, ici. Donc là, on a fournisseur, mais voilà, ça sera client ou fournisseur. Je ne l'ai pas mis dans les commentaires, mais ça sera ça qui va être saisi. Donc on aura quoi? E5, ça sera égal à la ligne sélectionnée et la colonne numéro 5. Colonne numéro 5 en partant par la gauche, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire la colonne E. Donc si je sélectionne ici la ligne 19, eh bien ce qui va se remplir ici, ça sera tout simplement le fournisseur que nous avons ici. Visual basique, alors bien sûr client, je vais ajouter d'ailleurs fournisseur. Voilà, pour que ce soit bien clair. On répète bien sûr cela à chaque fois pour chacune des informations. Ensuite, on continue avec la référence. Là, c'est quoi? C'est la cellule E7 qui sera remplie avec la colonne 7. Regardez, la cellule E7 qui se trouve ici sera remplie par la colonne 7, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la colonne G, référence ici. Donc quand je vais cliquer sur une cellule appartenant à mon tableau, eh bien la référence de la ligne va apparaître dans mon masque de saisie. Je continue, je fais pareil avec la dénomination, je fais pareil avec l'ensemble des éléments prévus à cet effet. Je vais avoir par exemple ici les quantités d'achat, les quantités vendues, la date, le prix, bien sûr le type. Et on va avoir éventuellement ici des zones qui vont me permettre d'éviter le crash si je ne trouve pas d'informations. Par exemple, on va se placer ici dans H9. Alors H9, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ici, là, le type. Donc ça va être tout simplement une petite vérif. Si on ne trouve pas, eh bien dans ce cas-là, on ne crache pas la macro et on met ici on error go to 0. Ça nous permet d'éviter le crash. Ensuite, on fait pareil pour le commentaire et ensuite, nous en avons terminé avec tout cela. Alors bien sûr, il faut bien adapter les différents éléments. Vous avez parfois des cellules qui nécessitent d'autres sélections, des sélections un petit peu plus larges, ici de D3 à J1000 par exemple, sur la feuille 2, pour récupérer certaines informations. Mais voilà le code à entrer afin d'automatiser votre fichier. Je retourne à présent ici dans mon fichier Excel, je me place ici. Et si par exemple je sélectionne les achats, je vais avoir, vous avez remarqué, ici ma ligne qui s'est automatiquement mise en surlignement avec les différentes informations qui apparaissent ici, de façon automatique. Si je baisse à présent, je me retrouve ici. Si je sélectionne les ventes, je vais pouvoir par exemple sélectionner ici ce type de vente-là, et donc à chaque fois avoir les différents éléments qui s'ajoutent de façon totalement automatisée via notre macro commande. Vous voyez, pas de souci, bien sûr, vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier éventuellement la mise en forme, mais voilà donc comment automatiser vos différents éléments. Et vous avez remarqué, il manque juste un petit élément ici dans ma cellule de total, qui pour l'instant n'affiche rien. Et ben c'est très simple, il suffit de mettre une petite formule égale si, j'ouvre ma parenthèse, si quoi, si tout simplement E11 ici est égal à une cellule vide, alors on va faire tout simplement E13, c'est-à-dire les quantités vendues, fois H7, c'est-à-dire le prix, point virgule, H7 fois E11. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Et voilà notre total. Alors bien sûr, ce que je peux éventuellement faire, c'est placer un format en euros sur cette cellule-là et éventuellement un format en euros là aussi au niveau du prix de vente. Et voilà notre fichier. Alors, regardez, on a ces différents éléments qui apparaissent ici. On peut, si on le souhaite, ajuster certaines colonnes afin d'avoir l'entièreté du visuel. En tout cas, voilà donc comment construire notre gestionnaire d'inventaire sur Excel.
Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Comme d'habitude, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.